Salut et bienvenue sur Anacaland pour la vidéo avis mais surtout analyse de 28 ans plus tard. Enfin, il était temps, j'ai envie de dire, puisque après avoir attendu presque 17 ou 18 ans pour avoir le nouveau film, il a en plus fallu que j'attende encore une semaine, puisque comme vous l'avez probablement su dans ma vidéo précédente, qui d'ailleurs n'a pas fait beaucoup de vues, je m'attendais à plus par rapport à J.K. Rowling, donc allez la voir si jamais ça peut vous intéresser par rapport à toutes les polémiques, tout ça, je me suis un peu lâché pour mon anniversaire, j'ai donné un petit peu mon avis là-dessus, un avis évidemment argumenté, hein. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo, je suis parti quelques jours en vacances, et comme il n'y a pas eu d'avant-première de 28 ans plus tard, j'avoue que j'étais très déçu de ne pas pouvoir le voir avant, mais bon, je me suis rien spoilé, j'ai même pas vu une miniature passer sur YouTube ou quoi que ce soit, ni un article, ni une interview, ni rien du tout. Je suis resté vierge de toute influence et donc ça y est, je suis rentré, je l'ai vu. Et maintenant il est temps pour un débrief avec, je pense avoir pas mal de choses à dire, pour ceux d'ailleurs qui ont vu justement l'analyse que j'ai sortie il y a à peu près 2 semaines, un truc comme ça, sur les 2 précédents films. Vous savez déjà à peu près les thématiques qui vont être abordées, puisque je trouve qu'il y a quand même énormément de parallèles qui sont faits avec le tout premier, peut-être même carrément un effet de miroir. Je développerai ça, vous inquiétez pas en détail. Et si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo qui, je trouve, elle aussi mérite clairement d'avoir plus de visibilité, et vos retours ont l'air plutôt convaincus et convaincants et satisfaits, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets évidemment la vidéo ici. Et évidemment, avant d'attaquer, hein, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, donc on a passé enfin, grâce à vous, le cap des 5000, donc là, prochain objectif, on se dit les 10 000, on peut tabler sur la fin d'année, ce serait peut-être pas mal de tenter au moins. Puis un commentaire évidemment pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau film, de ce vers quoi se dirige la saga, notamment avec les 2 prochains, ou en tout cas le prochain qui lui est déjà tourné et celui qui arrivera un peu plus tard si tout se passe bien au niveau des chiffres pour celui-ci. Et un like et puis un partage, ça fait toujours du bien pour le référencement, les stats et tout ça. Et sur ce, on est parti. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. Pour commencer, je tiens à préciser que j'ai vu le film en version originale, donc il y aura peut-être quelques différences, notamment sur ce qui peut être du jeu d'acteur, tout ça, par rapport à votre ressenti si vous l'avez vu en VF, peut-être ça aura été mieux, moins bien, je sais pas trop. Donc je l'ai vu en VO, et honnêtement j'ai trouvé ça plutôt très sympa en termes d'immersion, ne serait-ce que tous les accents britanniques, les divers mêmes accents britanniques et tout, même les pécores et tout ça, je trouvais ça plutôt très intéressant de voir ce film-là en VO. Ensuite, sur le côté technique, hein, je commence par ça pour après aller dans le côté analyse. J'ai vraiment retrouvé la patte Danny Boyle, et même dans l'écriture aussi un petit peu de la patte d'Alex Garland, donc c'était très plaisant, c'était super intéressant de les revoir travailler ensemble aussi à ce niveau-là. On a toujours, comme depuis le début, même si c'était quand même plus marqué dans 28 jours que dans 28 semaines, ces effets pratiques, même si là on voit qu'il y a quand même des renforcements en CGI, mais aujourd'hui ça passe vraiment super bien avec tout ce qui peut être le gore et tout, qui marche très bien, qui est même parfois un peu hardcore. Il y a un petit truc que j'ai trouvé un peu redondant au niveau du gore, mais et pas forcément toujours parfait en termes d'exécution, mais c'est un peu difficile, c'est tout ce qui est les têtes arrachées, colonne vertébrale, là, quand l'autre se la joue, Mortal Kombat, tout ça, Fatality, mais vraiment très sympa. Et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié, mais ça j'en avais déjà parlé justement dans mon analyse par rapport notamment au tout premier film, c'est ce côté flashy, très coloré, très saturé que Boyle a choisi pour représenter un monde complètement en ruine. Et là, je trouve ça génial, surtout que là, en plus, on a vraiment un côté naturel qui est extrêmement renforcé, puisqu'on est dans un monde dans lequel la nature a repris le dessus, comparé à 28 jours plus tard, où là on était vraiment à peine un mois, donc après l'épidémie, donc il y avait encore beaucoup cette présence humaine de partout, alors que là par exemple on a des make paintings qui sont très sympas, de vieux villages anglais complètement envahis par la végétation, tout ça, avec évidemment ces forêts hyper verdoyantes, les prairies avec l'herbe qui presque piquerait les yeux tellement elle est flashy et tout ça. Donc ça c'est vraiment un côté que je trouve toujours très sympa dans cette franchise, même si dans 28 semaines j'en avais déjà parlé, c'était complètement passé au second plan vu qu'on était en ville beaucoup, le noir, enfin dans l'obscurité et tout ça, donc voilà. On a aussi eu droit à un petit ajout entre guillemets avec certains ralentis, notamment dans des moments d'action très brefs, avec même des changements d'axe pendant ce ralenti et tout ça, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal aussi pour renforcer des fois le côté un peu épique de certains moments, ou
le côté tension. Pareil sur tout ce qui peut être mise en tension du film, j'ai trouvé qu'il fonctionnait plutôt pas mal, surtout dans la première partie du film. J'y reviendrai sur cette distinction que je fais entre les deux parties, que je pense ne serait pas le seul à faire. Mais voilà, il y a quelques moments que j'ai trouvé un peu dommage parce que trop brusques en termes de montage, notamment quand on a des plans très rapides sur des gros plans d'infectés, tout ça, je comprends, c'est aussi pour le côté ne pas tout montrer, suggérer plus que montrer, mais en même temps ça montre et en même temps c'est très brusque. Donc j'ai trouvé que des fois ça avait tendance un peu à avoir cet effet de cauchemar, mais ça joue aussi mal avec la narration, donc en vrai c'est pas vraiment un souci, c'est plus il faut s'y faire les 2-3 premières fois où ça surprend un peu. J'ai pas été ultra fan aussi de tous ces plans rouges, vous savez, où on voit notamment un groupe d'infectés avec les yeux qui brillent et tout, presque le côté capture d'images animalières, de documentaire un peu à l'ancienne avec l'infrarouge ou quoi. J'ai pas trouvé ça dingue en termes de visuel. Après je comprends qu'ils aient voulu garder quand même un minimum ce visuel rouge qui est quand même l'identité de la franchise. Mais c'est pas ce que j'ai préféré clairement à ce niveau-là. Et par contre, ce que j'ai trouvé vraiment, donc comme je disais tout à l'heure, intéressant, et notamment par rapport à ce parallèle, même ce miroir que j'ai fait en tout cas avec le tout premier film, donc celui qui était aussi écrit par Garland et réalisé par Danny Boyle, c'est justement tous ces moments de ces images presque de guerre, un peu hors du temps, avec ces moments justement de violence, de destruction presque, comme je disais, de documentaires animaliers, de faune sauvage, tout ça, qui entrecoupent des moments plutôt apaisants, plutôt lents, plutôt presque contemplatifs, justement, comme dans le premier film. Sauf que là, on a une thématique qui est justement inversée. Dans le premier, on avait des moments de violence, de désolation, de terreur, qui étaient entrecoupés de petits plans tout lents, de bienveillance, de paix, un peu bucolique, comme je les avais appelés dans ma vidéo précédente. Et là, à l'inverse, on est dans un monde que moi j'ai trouvé bucolique, même s'il y a la présence évidemment des infectés, tout ça, mais on reste quand même dans quelque chose de très nature, de très lent, de très contemplatif encore une fois. Et à l'inverse, ils sont entrecoupés de moments violents, brusques, bruyants. Donc j'ai trouvé que le parallèle était assez intéressant, ne serait-ce que dans la structure, avant même de parler de la narration, dans la structure des deux films. Ils se répondent, je trouve, très bien l'un l'autre. Donc est-ce que c'est quelque chose auquel il avait pensé déjà il y a 20 ans quand il avait fait le premier film, ou est-ce que c'est une idée qui lui est venue sur le tard? Dans tous les cas, je trouve que l'idée est très intéressante, très bonne, de créer cette espèce de miroir vraiment du premier film, puisque dans le premier, voilà, on avait ces moments de paix, et là on a des moments de cringe, presque, je pourrais dire, qui s'entrecoupent. On a aussi évidemment une musique de très très bonne qualité à nouveau, peut-être pas aussi impressionnante, ou en tout cas aussi marquante que ce que moi j'avais ressenti dans le premier surtout, même si le deuxième, la 28 semaines, la musique était aussi très sympa, mais pareil un peu moins marquée. Là elle est quand même toujours très présente, on a même le thème notamment à la fin qui revient et que j'ai beaucoup apprécié, j'aime vraiment beaucoup ce thème, mais surtout il y a un truc au niveau sonore, évidemment j'ai parlé aussi du sound design un petit peu qui est bien carabiné tout ça, mais on a cette chose qu'on avait déjà entendue dans la bande-annonce là avec le boots, qui en fait qui est déclamé un peu comme dans une radio, tout ça, c'est un poème, et en fait c'est un poème qui date d'une centaine d'années, et j'ai trouvé que c'était très... c'est vrai que dans la bande-annonce, ça claquait, parce qu'il y avait vraiment ce côté pesant et tout ça, mais même dans le film, au moment où ça y est, c'est peut-être un poil long, et en vrai ça marche très très bien, je trouve que ça pose vraiment une ambiance. En plus on a en parallèle un montage avec plein d'images, entre guillemets, d'archives, de guerres précédentes, qui sont pour la plupart des extraits de films, hein, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, même si sur le moment... Le côté guerrier, surtout que ça arrive au tout début du film, j'avais peur qu'on parte justement un peu trop sur cette thématique de la guerre et tout ça. En fait, quasiment pas. C'est plus pour montrer cette espèce de mouvement, de répétition sans fin du cycle en fait de la mort. Par exemple, la répétition du boots, donc bot, hein, le bruit des bottes, le fameux. Ça montre vraiment cette lutte sans cesse inlassable des survivants contre le virus, contre la mort et contre du coup l'humanité aussi, puisque ça reste un thème, un texte qui parle de la guerre, donc de l'humanité encore une fois, qui est un monstre en fait, comme dirait Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme en fait, en tout temps, en toute époque, et je trouve que ce poème au final marche super bien dans le film, que ce soit autant dans la bande-annonce que là dans le film en lui-même, et puis même ce côté vraiment radio, presque on a l'impression que c'est un message à la fois hors du temps,
et en même temps universel. J'ai vraiment trouvé que c'était un truc qui fonctionnait très très bien, en plus de toute la réalisation qui a pu être mise, et toute la production design et tout qui a pu être mise dans le film, quoi. Et donc sinon vraiment au niveau de la narration, de ce que le film raconte, déjà il y a la petite intro avec le gamin, Jimmy le prêtre, tout ça, j'en reparlerai à la fin puisque c'est intrinsèquement lié à la fin du film et donc à l'ouverture par rapport aux suites. Mais on a donc l'histoire d'une communauté qui vit sur une île dans le sud de l'Angleterre. Déjà oui, rapidement, ils ont presque failli, entre guillemets, retcon le 28 semaines plus tard, mais au final ça colle à peu près, même si on se demande un petit peu comment ils ont fait, puisque l'arrivée du virus à Paris, qui teasait à la base une invasion du continent, apparemment elle a été endiguée, enrayée par les forces occidentales du continent, donc France, Allemagne, États-Unis. On imagine qu'il y a eu une espèce de coalition pour empêcher l'épidémie d'aller plus loin que ça. Donc pourquoi pas, ils ont peut-être réussi, ça se trouve ils ont rasé tout le nord de la France, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, les gouvernements sont toujours en place, puisqu'on apprend qu'il y a une énorme quarantaine qui a été mise en place autour du Royaume-Uni, avec, on nous parle même d'un bateau français, on a un bateau suédois avec des soldats qui s'échouent, machin. Donc on voit qu'il y avait vraiment une présence internationale pour empêcher vraiment, que c'est peut-être l'enjeu majeur du siècle dans cet univers-là, c'est empêcher cette épidémie de sortir de l'île. Ok, mais ça n'empêche qu'ils ont laissé énormément de gens sur place vivre leur vie, entre guillemets, donc on retrouve une petite communauté qui vit sur une île, donc en sécurité, avec même une presqu'île, puisqu'il y a un causeway, comme ils appellent, c'est en gros un passage naturel dans la mer qui apparaît ou disparaît, dans ce cas-là grâce à la marée. Des fois il est présent tout le temps, il y en a énormément en tout cas qui portent ce nom-là, causeway. Même en Irlande l'année dernière j'avais pu en visiter un, donc c'est très sympa de rester dans le côté la nature au final devient un véritable élément à la fois protecteur et en même temps potentiellement un élément de danger, même si c'est pas forcément ce qui est le plus mis en valeur dans le film, mais je trouve qu'il y a quand même cette connotation des infectés qui n'est plus autant celle de juste des humains modernes qui sont devenus enragés, mais presque un côté animal qui est retourné à l'humanité, enfin l'humanité qui serait retournée à un côté animal. Et ça, encore une fois, j'ai trouvé ça très sympa par rapport à l'évolution du virus, tout ça. Mais bref, donc on suit un jeune garçon qui, Spike, avec son père, donc joué par Aaron Taylor-Johnson, qui en gros vont vivre dans cette communauté et vont devoir quitter la communauté pour aller explorer un petit peu le continent, et c'est une sorte de rite de passage. Et déjà, à ce niveau-là, je trouve que encore une fois, on a un miroir assez impressionnant qui est fait avec le premier film, et surtout qui est très intéressant en termes de narration, jusqu'à ce que ça parte un peu un truc un peu moins bien, je dirais. C'est qu'on a, dès le début, on nous présente une communauté ultra solidaire, très bienveillante, avec un partage des tâches qui a l'air assez efficace, où chacun fait son rôle et la communauté s'en sort bien. On a des gens jeunes, des personnes âgées, on a vraiment tout un panel de population. On a même le drapeau anglais, donc on voit qu'il y a quand même aussi une espèce d'attachement à leur patrimoine, à leur communauté, à leur identité. En fait, ce sont des Anglais, ce sont même pas des Britanniques, ils n'ont pas le drapeau britannique, ils ont le drapeau anglais. Donc il y a vraiment ce côté communauté soudée et tout ça. Et on a notamment, c'est le seul point positif du personnage, donc de la mère de Spike, qui à ce niveau-là a quand même un intérêt assez intéressant. Ouais, vous m'avez bien entendu, en termes de narration par rapport à tout cette symbolique de la communauté et tout ça, c'est qu'on a vraiment cette protection. Par exemple, la madame là, qui est malade et qui est aussi insupportable, elle n'aurait jamais pu survivre dans une société faite, qu'on peut voir par exemple dans un The Walking Dead, dans un The Last of Us et tout ça. C'est que, même si à Jackson ça aurait pu passer, mais en gros voilà, si on était retourné à un état de nature, clairement elle aurait été abandonnée sur le bas-côté et elle aurait jamais pu survivre plus de 2 jours dans son état. Alors que là, à l'inverse, le fait qu'il y ait une communauté, qu'il y ait société, que les gens qui vivent là aient fait société, eh bien on peut protéger les gens faibles. Donc comme on a les personnes âgées, tout ça, chacun joue son rôle. Eh bien, elle, malheureusement, elle peut plus jouer son rôle parce qu'elle est malade, mais d'autres peuvent compenser, d'autres peuvent la protéger, même quand, par exemple, son mari n'est pas là, il y en a qui protègent, la communauté est en sécurité. Donc voilà, j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, le personnage de la mère, en fait, se suffisait à ce moment-là, il n'y avait pas besoin d'en faire plus, mais j'en reparlerai un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui je l'ai trouvé un peu saoulante, personnellement, pas forcément hyper engageante en tout cas dans l'histoire, même si on peut comprendre évidemment les sentiments du petit Spike, c'est normal. Mais donc en gros, Aaron Taylor-Johnson et son fils partent de l'île. Donc ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on voit que cette société
Elle est basée énormément sur des règles très strictes, notamment quand il s'agit de sortir, puisqu'ils expliquent que tu peux sortir, il n'y a aucun souci, tu n'es pas en prison, on est dans une société libre, sauf que si tu sors, on ne viendra pas te chercher. Et que tu ne reviens pas, évidemment, on n'enverra personne te chercher. C'est à tes risques et périls, tu prends tes responsabilités, tu peux partir, mais on ne viendra pas te chercher. Donc déjà, ça pose des bases, encore une fois, très intéressantes au niveau de l'évolution de cette société en 28 ans. Et donc, ils s'en vont, ils vont balader, ils découvrent la nature, c'est très sympa. Et le gamin, en gros, doit... parce qu'on nous l'explique jamais vraiment, et ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai trouvé, ne serait-ce que ça, qui fait de ce film vraiment un film de qualité, c'est qu'on nous explique pas toutes les 5 minutes ce qui se passe, ce qu'on va faire, ce qu'on ressent, et machin, au cas où on serait trop bête. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. On a très peu de moments d'explication, au contraire, on laisse l'action nous narrer ce qui se passe, on laisse vite fait les regards ou quelques petits mots échangés entre deux personnages suffisent à la compréhension du spectateur, ou en tout cas à éveiller la curiosité du spectateur, et ça j'ai trouvé ça très sympa. Et donc ils partent explorer, et le but serait apparemment qu'ils tuent au moins son premier, ou en tout cas qu'ils s'entraînent à tuer quelques infectés. C'est voilà, c'est un rite de passage, comme il y a pu en avoir dans l'humanité, dans toutes les cultures quasiment. Avant, malheureusement, les cultures modernes où c'est un peu disparu ce genre de rite de passage et tout ça. Mais voilà, donc on est sur un rite de passage. En plus, lui, il a l'air très jeune par rapport à l'âge auquel les autres enfants d'habitude le passent, mais son père a l'air très confiant. On sent qu'il y a une petite pression, même s'il y a énormément d'affection et de soutien de la part du père. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai beaucoup aimé le personnage qui est assez complexe et tout du père, donc de Aaron Taylor Johnson et tout. On a même le petit vieux aussi qui est sympa en termes de mentor un peu à l'ancienne. Voilà. Avec son accent aussi à couper au couteau, tout ça. Et donc, une fois qu'ils sont tous les deux sur le continent, on découvre déjà de très beaux paysages, et on découvre surtout, et ça c'est quand même une des parties très intéressantes du film, c'est ces nouvelles formes, entre guillemets, d'infectés. On comprend aussi pourquoi ces infectés ont survécu aussi longtemps, puisque dans le deuxième film, même si je pense qu'en vrai, s'ils avaient pu, ils auraient décanonisé complètement le deuxième pour qu'il n'y ait pas d'histoire, parce qu'il avait un peu contredit beaucoup de choses dans le lore et tout, mais c'est pas grave, au final, ils ont essayé de garder une cohérence, donc tant mieux. Mais dans le premier film, on nous avait expliqué que tous les infectés étaient morts au bout de, je crois, 4 ou 5 mois après l'infection, puisqu'ils n'avaient plus rien eu à manger, tout ça. Et la réinfection qu'il y a eu, au final, c'était les 10, 15, 20 000 personnes, je ne sais plus combien il y avait, dans Londres, dans 28 semaines plus tard, sauf que la moitié se sont fait cramer. Donc en vrai, est-ce qu'il y avait vraiment le moyen qu'il y ait autant d'infectés à nouveau en Angleterre? C'est pas forcément ce qu'il y a de plus cohérent, mais on va dire que ça passe, pourquoi pas, ça se trouve, il y a d'autres gens qui sont revenus après, on sait pas. Mais voilà, donc il y a de nouveaux infectés, et pour survivre aussi longtemps, ils ont évolué. Le virus les a fait évoluer. On en a certains qui sont devenus énormes et qui passent leur temps à ramper. Donc on sait pas trop si c'est pour pas dépenser trop d'énergie, ou pour juste parce qu'ils en avaient pas déjà de base, ou voilà, mais en gros ils s'économisent et ils mangent un peu tout ce qui passe à leur portée. Genre on a un moment vraiment dégueu avec le sound design très fort et tout quand ils mangent des vers au tout début et tout, mais ça encore une fois ça renforce ce côté animal, retour à l'état de nature de l'humanité, avec en plus toute une famille, c'est assez drôle. Donc le gamin fait son premier kill, on a un petit moment de tension, on en voit un qui arrive par derrière et tout, sauf que il peut pas s'empêcher de se griller à crier juste avant d'attaquer, alors que juste il avait à ramper jusque là, mais bon, voilà. Donc on a une première séquence un peu gore, un peu sympa et tout. Et surtout, ensuite, on découvre les vraies menaces de ce nouveau monde. C'est les infectés, entre guillemets, les rapides, les enragés, comme on avait à l'époque, hein, ceux qui courent, qui sont vraiment très violents et tout ça. Sauf qu'on découvre qu'en plus de ça, ils ont tendance à vivre en communauté. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Les petits indices qu'on nous montre sans vouloir nous le dire, on nous en parle vraiment à la fin, on nous met des mots sur les choses à la fin par rapport à ça, mais on le comprend assez rapidement. Et surtout, il semble y avoir un alpha dans chaque groupe, donc un qui aurait muté peut-être parce qu'il avait trop de testo, ou allez savoir, et donc on a une organisation sociale qui s'est mise en place, et ça j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et donc ces groupes sociaux, pour survivre notamment, ils se mettent à chasser des animaux, tout ça. On a par exemple même à la toute fin un qui se jette sur un poisson au lieu de poursuivre le gamin, parce que voilà, il veut juste manger, donc peu importe, la première chose qu'il peut manger il la mange. On a le coup des vers de terre et compagnie, comme je disais, sur les autres, et on a ce groupe qui chasse un cerf justement, et qui le réduit en miettes pour se nourrir. Donc en fait c'est comme ça qu'ils auraient survécu, en chassant aussi d'autres espèces que l'espèce humaine pour contaminer. Donc le virus, qui à la base était vraiment juste un outil, enfin en gros qui avait pour seule vocation à se répandre,
qui est en vérité la seule vocation d'un virus, quel qu'il soit, c'est de se répandre à un maximum d'hôtes pour proliférer. Mais là, ne pouvant plus proliférer puisqu'il n'avait plus d'hôtes potentiels, à savoir les humains, le virus a évolué pour faire survivre ces hôtes déjà existants pour faire perdurer le virus. Donc encore une fois, je trouve que ça fonctionne très bien, même en termes, si on rentre un peu dans la science, dans le côté théorie de l'évolution et tout, je me dis ça peut être cohérent. Ça ne l'est pas forcément, mais ça peut l'être, donc je trouve que ça fonctionne très bien en termes de lore. Et pour ce qui est du côté social, moi la première chose qui m'a frappé, c'est quand on voit ce cerf avec la tête arraché, accroché à l'arbre, clairement ça ressemble à un avertissement, à une sorte de marquage de territoire. Ce que pourrait faire un animal en griffant un arbre, en mettant ses poils ou son odeur sur une branche ou sur un rocher ou un truc. Et là clairement on a l'alpha qui a mis la tête du cerf sur l'arbre en mode là vous êtes sur un territoire occupé par un alpha, puisque c'est une signature apparemment, tous les alphas tuent de cette manière, ils ont vraiment un fétiche avec Mortal Kombat. Et j'espère que c'est Mortal Kombat et que c'est pas l'autre, mais il me semble que c'est ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa et direct ça montre qu'il y a quand même encore un côté conscient, ou en tout cas pas forcément une humanité, mais une conscience de soi et tout ça que n'avaient pas les infectés dans les 2 premiers films. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Et pour continuer du coup sur le coup des infectés, qui donc sont revenus littéralement à l'état de nature puisqu'ils sont tous à poil, ce qui est pas forcément déconnant non plus au niveau du lore, de l'explication et tout ça, mais malheureusement ça oblige le film à être quand même interdit au moins de 16, 18, je sais plus, enfin d'avoir une interdiction, parce que les autres, elle était un peu plus basse, il me semble, donc ça va certes réduire un peu le public, mais bon, voilà, c'est un choix qui est fait. Et ils ont choisi une manière très graphique, entre guillemets, de montrer la différence entre les alphas et les autres. C'est que bon, déjà ils sont très massifs, ils sont très gros, ils ont les cheveux hirsutes, ils ont vraiment ce côté virilité, ou en tout cas symbole presque clichés de virilité qui sont mis énormément en avant, mais on a surtout le symbole ultime de virilité qui est mis en avant, c'est que tous ils ont des petites quéquettes, et les alphas ils ont des machins monstrueux. Donc je sais pas si c'est la mutation qui les a fait devenir comme ça, ou si déjà ils étaient équipés comme ça et que c'est ça qui a fait qu'ils sont devenus des alphas. En tout cas la nature a bien fait son travail, mais j'ai trouvé que vraiment ils avaient mis l'accent là-dessus, et surtout que c'est pas comme si on les voyait genre un quart de seconde et tout, que ce soit autant les petits comme les énormes, on a vraiment l'emphase qui est mise dessus plusieurs fois, dans la manière dont on s'est cadré, dans la manière dont on s'est éclairé aussi certaines scènes. Donc ils ont vraiment voulu mettre l'emphase là-dessus. On a même aussi le parallèle qui est fait avec le berserker et tout, dans les croyances nordiques avec justement le personnage suédois et tout. Donc honnêtement j'ai trouvé que la construction notamment autour de l'alpha était très très sympa. Et en plus de ça on a une nouvelle introduction au lore dans cette population d'êtres infectés. C'est la femelle qui est enceinte. La femme qui est enceinte, ok, au début on la voit enceinte, même il y a même une scène où je crois on a l'impression, en tout cas j'ai eu l'impression vite fait, j'étais concentré sur elle, donc j'ai pas trop vu ce que faisaient les autres, mais j'ai l'impression qu'ils étaient en train de se laver ou de boire un peu, donc on a vraiment ce côté à nouveau animal, troupeau qui se rend au point d'eau pour se laver, boire, tout ça, donc encore une fois, organisation tribale ou presque de meute au niveau des infectés. Et elle qui d'un coup on voit qu'elle commence à avoir presque le travail qui commence et tout, qui va s'éloigner de la meute pour accoucher. Et là, moment très sympa, c'est que quand les autres personnages humains la trouvent, elle n'essaye même pas de les bouffer. Et ça, j'ai trouvé ça à nouveau très intéressant, c'est qu'on aurait plus ou moins l'instinct maternel en fait au moment de l'accouchement qui prendrait le dessus, donc presque l'instinct humain. Parce qu'un animal, même un gentil animal, quand elle est en train d'accoucher, il ne faut pas non plus l'embêter non plus. Donc on n'est plus tant dans l'animal, on est presque revenu sur de l'instinct humain, où elle laisse complètement de côté son envie de tuer, de manger, de quoi que ce soit, et elle est dans je veux donner vie à mon enfant. Au contraire même, il y a un moment d'interaction, d'humanité avec le coup des mains et tout qui fonctionne plutôt pas mal. Donc j'ai trouvé ça à nouveau très intéressant, j'espère que ce sera redéveloppé, évidemment ça le sera, puisqu'il y a quand même l'histoire du bébé du coup, qui pose énormément de questions pour la suite, tout ça. Donc je trouve que ce qu'ils ont fait du virus dans ce nouveau film est vraiment hyper intéressant. Et avant de continuer avec la femme enceinte, ça m'a posé du coup la question, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas, peut-être par rapport à ce que je disais notamment dans la vidéo encore une fois précédente, par rapport au personnage de Don, de Robert Carlyle, dans 28 semaines plus tard, qui semble garder lui aussi un semblant de conscience malgré sa transformation.
Et est-ce que lui, du coup, ne serait pas devenu un alpha s'il avait survécu, par exemple? Est-ce que ce serait pas le premier alpha? Ou est-ce que ce serait pas aussi, justement, grâce à la contamination de sa femme, qui était immunisée, donc porteuse saine plus qu'immunisée, qui l'a contaminé ensuite lui, qui lui a recontaminé tout le monde dans Londres? Est-ce que ce serait pas une nouvelle version du virus qui aurait été créée justement à ce moment-là, un peu plus humain et moins juste la rage comme on la connaissait dans le premier film qui venait des singes et tout ça? Est-ce que le passage en fait de la femme de Dawn puis Dawn, tout ça aurait pas créé cette nouvelle version du virus, et Dawn n'aurait pas été tout simplement le premier alpha, première génération d'alpha dans 28 semaines plus tard? Voilà, c'est la petite question que je me pose. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça serait cohérent. En plus, ça permettrait de vraiment garder une cohérence avec 28 semaines plus tard, malgré les petits incohérences dont je parlais au tout début. Et donc, je termine avec les infectés, avec le grand mystère de ce film, à savoir le bébé qui est né non infecté. Rapidement, le médecin, le docteur Kelson, parle du placenta. C'est un moyen très rapide de passer les choses, et en même temps, il a raison. Par exemple, je vais faire un parallèle avec une maladie qui a fait peur pendant très longtemps, et qui malheureusement ne fait plus assez peur aujourd'hui, mais qui pourrait fonctionner un peu de la même manière, puisque c'est aussi un virus très virulent et tout, à savoir le VIH. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais enfin aujourd'hui ça fait même très longtemps, avec les trithérapies et la quadrithérapie et tout ça, c'est qu'une femme atteinte du VIH peut avoir un enfant, même après son infection. Même si ça fait des années qu'elle a le VIH, elle peut avoir un enfant, et cet enfant a, je crois que c'est 99,9% de chance, autant dire quasiment 100% sauf cas particulier, peut avoir un enfant qui ne sera pas atteint du VIH. Tout simplement parce que c'est la barrière immunitaire du placenta, justement, qui en fait le sang ne passe pas tel quel. Bref, on va pas faire un cours de biologie là-dessus, mais ça existe au niveau du VIH, ça existe au niveau d'autres maladies virales, donc pourquoi ça n'existerait pas à ce niveau-là? Et c'est même hyper intéressant, puisque moi je vois bien ce gamin, enfin cette gamine, du coup il me semble que c'est une fille, devenir potentiellement un enjeu assez impressionnant, parce que déjà en 28 ans on aurait pu en voir d'autres s'il y avait eu parce que bon, c'est pas le premier à s'envoyer en l'air entre alpha, parce que pour moi clairement le bébé c'est celui de l'alpha. Dans une meute, ce serait lui qui se serait reproduit et pas les autres. Donc voilà, et en plus il y a vraiment ce côté, on dirait, poursuite, même à la toute fin, quand on voit un des infectés au loin qui va s'en prendre à Spike. J'ai cru que c'était encore une fois cet alpha qui le poursuivait depuis tout ce temps, genre en mode où est mon bébé? C'était pas le cas, mais je me dis que vu que l'alpha n'est toujours pas mort, il y a moyen qu'on le revoie, ou en tout cas qu'il soit à la recherche de cet enfant, ou que si un jour l'enfant grandit et qu'il tombe sur son papa, il va peut-être se passer des dingueries. Donc pour moi c'est clairement l'enfant de l'alpha, et forcément la logique voudrait que ce ne soit pas le premier enfant à naître sur toute l'île de Bretagne, avec tous les infectés qui sont censés y être, et toutes les meutes avec des alphas et tout ça. Peut-être que seuls les alphas d'ailleurs gardent un pouvoir de reproduction, allez savoir, mais dans tous les cas ce serait pas forcément le premier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont eu des enfants qui étaient sains et qui ont été transformés parce que c'est des animaux, et qu'au bout d'un moment ils auraient forcément contaminé leur bébé en lui donnant un sein, j'en sais rien, là il y aurait eu un échange de fluide et donc de virus, et le bébé se serait transformé de suite et machin? Ou est-ce que ce sont des enfants qui sont par essence immunisés, comme on a pu le voir vite fait par exemple avec Ellie, par exemple dans The Last of Us ou quoi? Le fait d'avoir été en contact avec le virus mais de pas être infecté, de pas être de pas se transformer, fait qu'on est immunisé. Est-ce que le bébé aura des compétences particulières parce qu'il y a un côté quand même monstrueux chez elle, ce qui n'a vraiment pas l'air d'être le cas, parce que même dans le cas de 28 semaines, ils avaient quand même un truc dans l'œil qui faisait qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé par rapport à la contamination et tout ça. Donc je trouve que cette partie-là du lore est très intéressante Enfin, en tout cas, je suis très curieux de savoir ce qui va en advenir. Mais par contre, donc comme je disais, le film pour moi, il s'est quand même divisé en deux grosses parties, en dehors de donc, tous ces ajouts au lore qui étaient pour le coup très intéressants. Mais au niveau des personnages, on va dire humains, il y a eu deux parties. Et donc la première partie, comme je disais, avec le père, le fils, le rite de passage, même par exemple, je pense quand il fait son sac, à un moment on le voit hésiter à prendre son Power Rangers rouge, puis finalement il ne le prend pas. Donc on sent bien, sans même encore une fois avoir eu le moindre mot, que cette excursion sera sa première, mais surtout a une symbolique très importante de passage à l'âge adulte, puisque même le gamin en est conscient et il a envie d'avoir son doudou pour se rassurer, mais au final non, parce qu'il y va pour être un homme, donc il a plus besoin de ses jeux pour enfants et tout. Je trouve que le film là, à ce niveau-là, il
il nous dit très bien les choses sans avoir à nous les expliquer, et rien que ça, je trouve, ceux qui me connaissent déjà, vous savez à quel point c'est le genre de choses qui me gonfle à un point hallucinant. Dans tous les films, on est obligé de tout expliquer comme si on était des débiles mentaux. Et bien là, je trouve que le film ne le fait pas, et donc ça, j'ai trouvé ça trop bien. Juste à ce niveau-là, franchement, comme quoi il m'en faut vraiment plus beaucoup aujourd'hui pour être satisfait. En fait, il m'en faut vraiment plus beaucoup pour trouver ça bien. Après, quand même, l'écriture, elle reste de très bonne qualité, donc c'est pas non plus sur ça que je base tout mon avis. Mais donc voilà, je trouve ça cool. On a pareil, à nouveau, la thématique, comme j'en avais déjà aussi parlé par rapport aux autres films, mais au final, on reste sur la même thématique, donc ça, c'est vraiment bien. Il n'y a pas on change finalement d'orientation, et même la fin me laisse penser qu'on va même aller encore plus loin dans cette orientation-là. C'est que les vrais monstres, les vrais méchants, ce sont les humains en fait, que les humains sont les monstres. On a d'ailleurs la scène là où il explique que d'ailleurs je crois que le père il lui dit leçon numéro 1, il appelle ça, ou ta première leçon ou quelque chose comme ça, et effectivement c'est la leçon numéro 1, c'est oui les infectés sont des monstres, mais les pires monstres ce sont les humains, puisque à ce moment-là, il lui dit ça au moment où il trouve un gars qui a été torturé, il a des scarifications de partout, il a été attaché, la tête dans un sac, il a été contaminé et tout, et il a été abandonné là. Donc certes, il est devenu un infecté, mais ceux qui lui ont fait ça, c'était des humains. Et donc vraiment, l'enjeu à nouveau de la saga, c'est de nous montrer que certes, le virus est un enjeu scénaristique en fait, est un outil scénaristique, une justification à cette monstruosité et du coup à l'intrigue des différents films, mais ce n'est qu'une exacerbation, une amplification, une emphase mise sur les pires travers de l'humanité en fait. C'est que, et en plus dans ce film-là, à nouveau, c'est très bien mis en avant, c'est qu'une fois que la société n'est plus de mise, on tombe dans la sauvagerie. Et malgré tout, là, on a en plus cette opposition avec le côté société animale. Donc je trouve que la thématique est ultra bien respectée et même encore plus mise en avant. Et donc ça fait même réflexion avec le final, que j'ai trouvé très surprenant. Je pense que j'ai pas été le seul. Sur le moment, je me suis dit, bon, oui, évidemment, les Britanniques, même Danny Boyle, ils aiment bien faire des trucs un peu one again, surtout Danny Boyle à la fin de ses films, comme par exemple dans Slumdog, à la fin, ça part en Bollywood et tout. Il aime bien partir un peu en sucette à la toute fin et tout, avec des couleurs, un peu dénoter, changer d'énergie et tout ça. C'était un peu dérangeant, mais en même temps, pourquoi pas, même si c'est vrai que moi, j'aime pas trop le côté... un film, franchement, le film, il était trop bien, il se suffisait à lui-même et tout, et là vraiment on nous dit c'est que le premier d'une trilogie, c'est un peu dommage, j'aurais aimé que le film se suffise à lui-même, avec peut-être une ouverture évidemment à la fin, une fin ouverte, mais pas forcément un teasing aussi énorme, même s'il fallait quand même évidemment faire le lien avec la première séquence, puisqu'en gros on a une bande donc on a le fameux Jimmy, le gamin du tout début, qui est le fils d'un prêtre. Mais vu la façon dont il lui parle, je sais pas si c'est la même impression que vous avez eue, peut-être si vous l'avez vu en VF, mais dans la VO, il l'appelle Dad, mais l'autre lui parle vraiment comme si c'était un de ses ouailles aussi. Il lui parle pas vraiment comme un père parlera à son enfant. Et en même temps, il y a l'histoire de toutes les femmes qui sont là, avec leurs gamins, qui ont tendance à beaucoup tous se ressembler, et on voit pas d'autres hommes, et tout ça. Donc pour moi, ça m'a vraiment fait penser à un côté sectaire. Pour moi, la communauté qu'on voit au tout début du film, de laquelle vient donc ce fameux Jimmy, qui est le seul survivant à la toute fin quand l'épidémie, puisqu'on est là à ce moment-là au tout début de l'épidémie, pour moi, c'était une secte. C'était clairement une secte, avec un prêtre fanatique, avec son obsession pour le jugement dernier, tout ça. Et moi, je ne serais pas étonné qu'on apprenne peut-être dans le prochain film ou quoi, que le Jimmy, il avait que tous les gamins là c'était des frères, des sœurs et tout, que toutes les femmes c'était des femmes et des sœurs épouses ou je ne sais pas quoi, et que le prêtre là c'était juste un gourou catholique évidemment, hein, puisqu'on est en 2025, donc il n'y a qu'une seule religion sur laquelle on peut taper, mais un gourou catholique qui aurait en gros un espèce de harem de femmes, et enfin bref, une secte quoi, comme on peut voir dans tous les clichés de films, de séries sur les sectes. Et donc ce gamin qui avait déjà très bien démarré dans la vie s'est retrouvé tout seul avec donc la croix que son père lui a offert, et donc là on le retrouverait 28 ans plus tard à la tête d'une espèce de bande de tarés en jogging fluo, avec des cheveux, franchement ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu un coiffeur, les pauvres, et qui donc viennent à la rescousse du jeune Spike, qui donc est tout seul. À la fin du film, je reviendrai sur cette partie avec Spike, puisque c'est quand même la partie qui pose le plus débat, je trouve, sur la qualité entre guillemets narrative du film. Mais donc on arrive sur cette fin où ce groupe-là, dirigé par Jimmy, sauve le gamin.
Et pour moi, déjà, bon, ils lui ont fait vraiment un look, je trouve que ça fait très, on peut pas dire ce mot sur internet, mais pédophile, si vous voyez ce que je voulais dire. Et j'ai l'impression que on va aller. Bon, déjà, on a vu que le gars scarifié, justement, dont je parlais juste avant, il avait le nom de Jimmy scarifié sur le corps. Donc le lien déjà a été fait plus ou moins avec le Jimmy enfant. Là, on le retrouve à ce moment-là. Donc on sent que c'est quand même un groupe de gros tarés. Probablement, pareil, avec un côté aussi un petit peu sectaire, surtout qui porte sa croix à l'envers. Donc le côté peut-être un peu antéchrist pour justement en opposition à ce christianisme un peu dévoyé dans lequel il a grandi, qui l'aurait du coup amené encore plus loin dans la bassesse humaine. Parce que clairement, je pense, comme je disais, la thématique de l'humain et le monstre, je pense que le Jimmy là, il va être bien gratiné, il va nous promettre des grosses dingueries. Le fait que Spike ne soit qu'un enfant, tout comme lui, il en était un quand il s'est retrouvé seul et tout. Je pense que le parallèle et les moments vraiment dégueulasses en termes d'humanité ou d'absence d'humanité, de monstruosité dont l'humain est capable, je pense qu'on va avoir droit à des grosses dingueries dans le prochain. Et je pense que, parce que, encore une fois, je reste convaincu que la thématique pour Boyle et Garland de leur saga, c'est de démontrer que on peut avoir les pires monstres dans la nature, les infectés, les machins, et tout ça. Les vrais monstres, ce sont les humains. Et je pense que le prochain film va nous le prouver. En plus, il ne sera pas réalisé par Boyle. Donc, malheureusement, je pense qu'il sera peut-être un peu moins ouf. Mais on est sur une réalisatrice qui, pour le coup, elle, est très orientée sur l'échiquier du wokisme. Donc il y a moyen que le prochain soit un peu plus démonstratif dans oulala, c'est pas bien, machin. En plus là pour le coup c'est que des blancs, donc ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie, il n'y a aucun souci, je m'en fais pas à ce niveau-là. Et je pense que tout ce qui touche à l'enfance et tout ça, ça va clairement y aller. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne se sont pas gênés d'interdire ce troisième premier film d'une nouvelle trilogie, à l'interdire à un certain âge, parce que le prochain le sera forcément au vu des thématiques qui seront abordées. Donc au moins il n'y aura pas de frustrés. Les gamins de 12 ans qui auront vu le premier ne pourront pas voir le suivant. Là au moins ben, voilà, ils n'auront pas vu celui-là. Donc, en tout cas ils n'auront pas eu le droit officiellement de le voir. Donc voilà. Je pense que tout ça joue aussi sur le fait que le prochain va être immonde et qu'on va aller sur un autre niveau encore plus d'horreur, et pas forcément sur le gore, mais sur les messages, la symbolique et ce que le film va nous raconter, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu mes prédictions pour l'avenir, même si aussi il y a la question du titre, puisqu'il parle du Temple des Eaux. Et là, l'histoire a l'air de vouloir nous amener ailleurs qu'au Temple des Eaux, vu que le Temple des Eaux, on l'a vu, c'est le temple qu'a construit le docteur Kelson, qui au final a une symbolique très intéressante, très belle. Je m'attendais à ce que ce soit juste un truc à l'arrache avec, je sais pas, quand j'avais vu les bandes annonces, je m'attendais à ce que ce soit un truc tribal ou un peu comme si certains groupes humains avaient régressé contrairement à d'autres. Et là, pas du tout. Je trouve que la symbolique est très sympa sur Memento Mori, le fait c'est un monument aux morts, hein, tout simplement. Avec la petite scène avec le gamin, mais ça pareil, j'y reviens tout de suite. Donc je pense que peut-être, est-ce que c'est justement le Jimmy qui va entendre parler de cette histoire, peut-être par Spike qui va entendre parler de la communauté d'où il vient, donc il va vouloir l'envahir, donc ils vont peut-être s'approcher, et tout va se jouer autour de ce temple des eaux. Je ne sais pas encore trop vers quoi ça va mener, mais dans tous les cas, on va pas attendre trop longtemps, puisqu'il sort, je crois, en janvier, quelque chose comme ça, 15 janvier, je crois, un truc comme ça, 2026. Donc ça viendra vraiment très vite, donc ça c'est plutôt cool. Et donc j'en reviens à la partie qui pour moi m'a le moins, on va dire, transcendé dans ce film, c'est toute la partie avec donc la maman en fait. Parce que le Spike il est top, j'ai trouvé que son évolution était super, comme je disais, on a cette histoire de rite de passage, tout ça, avec les règles. Au début il galère, par exemple comme il dit, mais j'avais même pas réussi à en toucher un, alors que c'est pas vrai, il en a touché un dans la jambe quand même malgré tout, mais bon voilà, il a paniqué, il a pas réussi à tirer tout ça, alors que juste le lendemain quand il est parti avec sa mère, il y arrive, justement parce qu'il doit protéger sa mère et tout ça. Donc on voit une réelle évolution, que ce soit en termes de compétences, de badassitude ou même de responsabilité. Le gamin évolue vraiment vite et vraiment de manière cohérente, donc ça j'ai trouvé ça cool. On a malgré tout le shift qui est un peu violent, du fait que déjà il y a quand même un peu le complexe de l'imposteur, puisqu'il se dit qu'il ne mérite pas les éloges que fait son père de lui, mais en même temps c'est aussi ça... ce genre de communauté, ce genre de rite de passage, on embellit un peu les choses parce que il est fier tout simplement, comme lui dit le papé là, ton père est fier de toi, oui il en rajoute un peu, mais dans tous les cas c'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé, t'as quand même fait ta première mort, ça il a pas menti, donc
voilà, il a un peu brodé la réalité. Le gamin déjà a tendance à mal vivre ça, et surtout après il voit que son père, il trompe sa mère avec machine. Sauf qu'au bout d'un moment, ça peut aussi se comprendre. La mère, dès qu'elle lui parle, c'est pour l'insulter. Il est quand même là pour l'aider, pour la soigner, pour s'occuper d'elle et tout. Après, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et puis le slip aussi, quoi. Sa femme, elle doit pas être forcément très disponible pour la bagatelle, donc ça arrive malheureusement, c'est horrible. C'est horrible, certes, elle est malade et il l'a trahi et tout ça, mais ça se trouve, elle serait au courant, elle lui dirait, mais vas-y. Franchement, comme ça, t'as pas besoin de me toucher, vas-y, quoi. Et ça n'empêche que le lendemain, il revient vers elle, il aime sa femme, mais voilà, elle est plus dispo, en gros. Donc, ça se comprend. Le gamin, évidemment, est un enfant, donc pour lui, c'est le mariage, l'amour, la fidélité, ça ne fait qu'un bloc, donc il ne comprend pas. Il s'en prend très violemment à son père, ça c'est aussi tout simplement, hein, c'est Oedipe, hein, voilà, c'est son, il vit son Oedipe à ce moment-là. Il tue le père symboliquement pour pouvoir grandir. Et en plus, quand justement il s'en prend à son père, lui le frappe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'en prend à lui, parce qu'il est sous le choc et la réaction de s'être fait frapper et tout ça. Et donc là, on a clairement le père qui était sur un piédestal monstrueux pendant des années, pendant toute la vie du gamin, et d'un coup, il est tombé de tous les étages du piédestal, entre la tromperie, le mensonge et la violence, qui n'avait apparemment jamais levé la main sur son fils. C'était la première fois, parce que du coup, il l'a mis un peu face à ses contradictions et ses faiblesses. Et le père, en plus, il a une gueule de bois, donc voilà. Et du coup, tout ça a joué dans cette espèce de chute un peu du père aux yeux du fils, et donc encore une fois une symbolique que j'ai trouvé très sympa et très oedipienne, comme je le disais. Et il prend une décision un petit peu absurde mais compréhensible, certes, et encore une fois aussi pas très originale, hein. Il y a eu énormément de films qui sont basés sur ça, hein. La maman qui est malade, le fils ou le mari qui part chercher un remède et tout, sauf que là carrément il embarque sa mère. Moi je pensais qu'il allait partir chercher le médecin tout seul, non, il embarque sa mère au milieu du territoire hyper dangereux et tout. Même sa mère, elle lui dit mais qu'est-ce que je fous là, ramène-moi à la maison. Mais il réussit à s'en sortir, donc encore une fois pourquoi pas. Après, elle a un moment, elle, de badassitude que même elle s'en rappelle pas. Heureusement, parce que le gamin, il allait finir en casse-croûte aussi, donc voilà. Montage très efficace d'ailleurs dans cette séquence-là, j'ai bien aimé. Avec la vue sur le dessus, le machin qui rampe tout lentement, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je m'attendais presque à ce que le père les rattrape à ce moment-là, parce que je voyais pas de solution. Mais au final, non, c'est la mère qui s'est réveillée en ninja, qui a fait 20 mètres en 1 seconde et demie et qui a explosé le truc. Mais bon, voilà, ça fonctionne encore une fois, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je trouvais que le coup de la mère, c'était vraiment le point faible entre guillemets de l'intrigue, puisque déjà on nous la présente comme hyper antipathique. Je trouve que la manière dont elle s'en prend à son mari quand il annonce qu'il va passer son test et tout, c'était hyper violent. Donc dès ce moment-là, on se dit bon ok, elle est barjo, elle sert à rien, autant qu'elle trouve la paix, hein. Elle souffre en plus, bichette et tout ça, donc voilà. Mais non, on en fait des caisses, puis même après quand ils se font quand ils sont que tous les deux, elle est très souvent perchée, machin. Il y a des moments qui sont cool. Par exemple, moi, l'actrice, honnêtement, je l'aime bien. Je l'avais adorée dans Killing Eve. Je trouvais qu'elle était très douée. Et elle l'est aussi là, elle joue très bien. Mais elle est très antipathique aussi, surtout par moments où elle devient assez insupportable et que vraiment ils en font des caisses un peu dans le film. Quand elle a ses crises, ses machins, c'est tout ça. Heureusement, on a le personnage du Suédois qui débarque à un moment pour les sauver dans une scène assez épique aussi, même si on comprend rien à ce qu'ils font. Ils sont dans le truc, ils voient qu'il y a du gaz. À un moment, le gamin il tombe, il voit qu'il y a moins de gaz au sol, mais à aucun moment il dit à sa mère mets-toi à quatre pattes, rampe par terre ou que sais-je. Enfin, ça c'est un peu incohérent, mais pourquoi pas. Surtout que ça fait un gros boom, donc ça c'est cool. On aime bien voir des explosions au cinéma. Et j'ai trouvé que quand même à ce niveau-là, le personnage du Suédois avait son utilité, dans le sens où lui il ne connaît pas le monde dans lequel il vient de débarquer. En même temps, lui il vient d'un monde identique au nôtre et le gamin ne le connaît pas, donc j'ai trouvé que cette opposition aussi était intéressante. Par exemple, dans leur opposition, on a notamment un moment très drôle où l'autre il montre une photo de sa fiancée avec ses grosses lèvres, machin et tout, et donc les standards de beauté dans notre monde moderne et tout, lui il trouve ça affreux, il la trouve même malade, il croit qu'elle a fait une allergie ou je sais pas quoi. On a vraiment cette opposition justement entre notre monde moderne plein de faux semblants, plein de parasites en fait dans notre état naturel, et eux qui sont revenus au plus proche de l'état naturel tout en étant
dans une société, comme je disais, en faisant société, et à l'inverse, les infectés qui, eux, sont revenus complètement à l'état de nature. Donc je trouvais que ces trois oppositions de paradigmes sont assez intéressantes à ce niveau-là. Et pareil, son positionnement par rapport au fait de la mère, justement, au début, il comprend direct que c'est un boulet, qu'elle est timbrée et tout ça, quand elle parle de son père, qu'elle confond en gros son fils avec son père, machin, tout ça, ok. Et à l'inverse, il finit par les aider, par la porter, machin. Donc, encore une fois, on est énormément basé sur l'humain, et quand même avec la symbolique de la famille très importante dans ce film-là, puisque chacun des films, au final, a une approche différente de la symbolique de la famille. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente pour les 2 précédents films, et là, donc on est clairement là-dessus. Et je trouve que ce personnage rapporté apporte quand même une certaine profondeur aussi au propos, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il meurt d'une façon très conne, surtout que l'autre, on l'entend arriver à des kilomètres quand il se cache là et qu'il commence à gueuler, et on sent qu'il y a un truc qui est en train d'arriver en courant ou en sautillant ou que sais-je, et à aucun moment ils se disent mais c'est quoi ce bruit, machin. Il se fait choper, il se fait défoncer par l'alpha, donc pourquoi pas, ça fonctionne très bien, c'est un peu drôle, c'est cathartique, donc voilà, très sympa, jusqu'à arriver au docteur donc Kelson, qui est le gars qui a créé donc le temple des eaux. Et déjà, pour commencer avec lui, on a le témoignage, je crois que c'est le vieux qui raconte ça, hein, ou le père, je me rappelle plus, bref, qui raconte la première fois en gros qu'ils l'ont croisé, donc pas longtemps après le début de l'infection, quand ils exploraient encore beaucoup pour se nourrir et tout ça, le continent, et qu'ils ont observé le médecin là en train de brûler des corps qu'il avait alignés, machin, tout ça, et eux ils l'ont pris pour un psychopathe, et ils ont eu peur, ils sont partis. Alors que certes, ça peut être impressionnant et tout, mais quand tu sais que c'est un médecin, on se dit que peut-être que tout simplement il faisait ça pour éviter qu'il y ait d'autres infections qui apparaissent sur le territoire, parce qu'avec autant de corps étalés de partout, en train de pourrir, de machin, de tout ça, il y aurait eu peut-être de la peste, du choléra, toutes les maladies possibles et imaginables qu'il y avait notamment au Moyen-Âge, quand il y avait des guerres et tout, où les corps putrides, enfin voilà, il voulait peut-être juste désinfecter le secteur pour ça. Et de là en est venue son idée, je pense, de rendre hommage justement aux morts. Graphiquement, encore une fois, c'était vraiment très très beau. Ces colonnes, au début, on sait pas trop, on se demande si c'est pas du bois, machin. En fait, non, c'est juste des os, puis les crânes, tout ça. Bon, le système avec lequel il fait ça a l'air très rapide. Je pense pas que ce soit aussi rapide pour nettoyer pour enlever la chair en gros d'un squelette, mais pourquoi pas. Surtout dans le cas de la mère juste après, puisque donc le médecin réussit à poser un diagnostic à la mère et, surprise, surprise, un cancer. Bon, en même temps, c'est la solution de facilité et c'est une maladie aussi qui est facile à diagnostiquer sans avoir besoin de faire des IRM, des machins, des tout ça. Donc ça entre dans la cohérence du scénario et surtout ça apporte aussi encore un peu de profondeur. Je dirais que c'est le deuxième point positif par rapport au personnage de la mère, c'est qu'en fait même dans ce monde-là complètement absurde, complètement délabré, complètement fantastique, le cancer, un truc aussi banal que le cancer en fait existe encore et c'est presque même une chance pour elle de mourir de ça en fait. C'est que certes c'est horrible, elle souffre, elle perd la boule, son fils la voit disparaître à petit feu et tout ça, mais elle est pas morte en se faisant bouffer, en se faisant fracasser le crâne par un truc, en tombant, j'en sais rien, et en se faisant une infection parce qu'elle s'est cassé une jambe ou quoi. Non, elle meurt d'un truc aussi banal que le cancer en fait. Du coup, c'est quand même très rushé aussi à ce niveau-là. Genre, elle fait un signe le médecin, il est là, il prend sa sarbacane, elle dit oui, allez-y, donc il pique le gamin avec son espèce de mélange de morphine et de je sais plus quoi, enfin bref, des gros opiacés bien puissants avec lesquels d'habitude il calme les alphas. Ben là il endort, il ensuque un peu le Spike pour que voilà, et du coup il se tape un gros trip qui donne lieu à une scène assez jolie en termes de lumière et tout ça avec les flammes, les eaux, tout ça machin. Et pendant ce temps le docteur il bute la mère. Il a fait bouillir, il nettoie les eaux et tout ça, et ça en 1 heure ou 2, je sais pas, parce que quand il arrive, il fait encore nuit et le gamin il est toujours pas redescendu. On voit le soleil se lever pas longtemps après, donc en moins d'1 nuit, en gros, il arrive à faire tout le processus et tout. Je trouve que c'est très expédié. La mère, elle a à peine dit au revoir à son fils, parce qu'il a pas l'air d'avoir bien compris ce qui allait se passer et tout ça. Mais la scène est très jolie, avec une certaine poésie quand il amène le crâne et tout qui va le poser là-haut, donc pourquoi pas. Et par contre je trouve que la décision du gosse de ne pas rentrer, certes il revient en plus parce qu'il pose le bébé, il pose une lettre et tout, donc pareil on se demande comment il a écrit cette lettre, mais voilà, chut, c'est magique.
Mais il décide de pas revenir et donc il part là où il ne pourra pas voir la mer. Bon, il a peut-être envie tout simplement d'explorer, de grandir tout seul, de poursuivre sa route. Après, il s'est disputé avec son papa, donc pourquoi pas et tout ça. Mais clairement, ce sera développé pour la suite. Et donc, on le voit un peu plus tard tomber, comme je disais, sur le Jimmy avec la scène finale. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je dirais, la première heure et quart du film, en gros jusqu'à ce qu'il reparte de la communauté, où là ça devient un peu plus lent, un peu plus laborieux par moment, même si encore une fois on a des moments très sympas avec notamment l'intervention du Suédois Eric et surtout du médecin Ralph Fiennes. Il est excellent dans le rôle du médecin, brillant. Mais je trouve que par contre le personnage d'Aaron Taylor Johnson, que lui aussi j'ai trouvé très très bon dans la première partie du film, disparaît complètement dans la deuxième partie, donc c'est assez dommage, même si on aurait à nouveau une implication à la toute fin quand il y a l'histoire de la lettre, tout ça, qu'on le voit partir s'enrager machin, donc il y aura forcément un moment où il va partir à la recherche de son fils, peut-être même que c'est lui qui va embarquer le docteur puisqu'on sait que Ralph Fiennes sera toujours très présent, même encore plus dans le suivant. Et puis en même temps, le titre du film porte le nom de son bled, enfin de son temple et tout, donc forcément. Mais je me demande, voilà, par rapport à Aaron Taylor Johnson, est-ce qu'il aura un rôle un peu plus important ou pas un peu frustré à ce niveau-là, donc voilà. Mais en gros, je trouve un film avec un message, en tout cas, une symbolique, même une manière de faire passer son message et sa symbolique, vraiment de très bonne qualité. Certes, le film a quelques défauts, pourquoi pas, mais je trouve que on nous prend pas pour des imbéciles. On n'est pas dans la suite générique qu'on a pu en avoir des centaines et des milliers là depuis plusieurs années. On n'a pas une surenchère gratuite dans le gore, l'action ou que sais-je, qui justement moi, ce que par exemple j'avais reproché à 28 semaines plus tard, d'être beaucoup moins onirique, beaucoup moins contemplatif, beaucoup moins symbolique et beaucoup plus dans les boum boum, les explosions, les coups de feu, les trucs, la mort, le gore et la violence un peu gratuite. Là, je trouve que l'équilibre est vraiment très bon et je trouve que ouais, le film vraiment valait l'attente au final. C'est pas le chef-d'œuvre peut-être auquel on s'attendait avec tout ce temps d'attente, mais je trouve qu'il est vraiment à la hauteur, notamment du tout premier, et qu'on est sur un bon début pour lancer sur quelque chose qui viendra plus tard. Je reste à nouveau, je le redis, inquiet par rapport à la suite, vu que ce n'est pas Danny Boyle qui sera aux commandes, mais on aura le retour de Cillian Murphy pour un petit rôle dans le deuxième, pour justement ensuite un retour en grande pompe dans le dernier, et là je pense qu'on aura une synthèse vraiment de tout ce qui a été fait au cours de la saga, et je pense que si le second est peut-être pas forcément ouf, le dernier, qui sera normalement lui aussi réalisé par Boyle et écrit par Garland, de ce que j'en ai compris. Comme je vous dis, j'ai pas voulu relire d'articles qui en parlaient depuis la sortie parce que je voulais pas me spoiler au cas où d'événements du film ou quoi que ce soit. Mais voilà, si en gros c'est la même équipe qui s'est occupée du premier, de celui-ci et qui s'occupe aussi du cinquième, je dis pourquoi pas, on risque d'avoir un final assez intense, tant en termes d'émotion, de symbolique et de message, donc pourquoi pas. Franchement plutôt sympa. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour en termes d'avis, d'analyse, de tout ce que j'ai pu noter par rapport au film avec ce premier visionnage. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des éléments qui vous ont marqué que j'ai pas relevé dans cette vidéo. On pourra toujours, pourquoi pas, en discuter en commentaire ou sur une prochaine vidéo. Donc dites-moi tout ça en commentaire, évidemment votre avis surtout sur le film. Un petit like à la vidéo si elle vous a plu, évidemment. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Un partage, c'est très important, surtout en ce moment où YouTube fait n'importe quoi entre les publicités où il y en a 60 000 par vidéo et la chute drastique des impressions et des propositions des vidéos au public et tout. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, ça fera très plaisir, surtout que là j'imagine vous avez déjà vu 14 reviews, critiques, analyses, peu importe du film. Mais j'espère que celle-ci vous a plu, à la cool comme d'habitude. Donc merci d'avance et sur ce je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.